Amis du soir, bonsoir. Nous voici pour la lecture de notre chapitre 9 de la classe du brevet. Allez, on est parti avec le chapitre 9, la dernière chance de Rémineau. Rémi creusa les braises du foyer, mit bout à bout les moignons de bûches à demi brûlées et épointées par les flammes, et posa sur l'ensemble le quart d'un petit fagot de bruyère. Une flamme claire courut sur les tisons, rougit, monta en grésillant le long des tiges sèches, envahit le foyer tout entier et projeta sa chaleur jusqu'au milieu de la cuisine. Maxime Bonnefond, un homme d'assez grande taille, proche de la cinquantaine, la tête et les épaules carrées, le front haut, les cheveux gris, observait son neveu en plissant les yeux à cause de la fumée et un sourire relevait malgré lui le coin de ses lèvres. « Très bien, Rémineau, dit-il de sa voix d'instituteur, forte et bien posée. J'ai toujours pensé qu'on voyait l'intelligence des gens à leur façon de faire le feu. Tu t'en sors plutôt bien. Il n'est pas maladroit, dit le facteur Lagrange, assis sur le coin de table. À l'école, il se fie trop à sa mémoire. Mais à la maison, il s'occupe tellement bien des bêtes que c'est presque dommage qu'il ne devienne pas paysan. L'oncle Maxime enseignait en classe de 6e au cours complémentaire la maison Achille. Il avait pris comme affront personnel 2 ans plus tôt le départ de son neveu, renvoyé par Marius Chopin, professeur de 5e, chargé du français et de l'histoire géo. Le même qui avait chassé Jean Benègre et près de la moitié des élèves réfugiés à l'école libre, sans compter ceux qui étaient rentrés chez eux ou retournés à l'école de leur village. On disait à Réverac que sans Marius Chopin, le curé Sidoine n'aurait jamais pu réaliser son rêve de concurrencer la maison Achille. L'oncle Maxime fit un signe de complicité à Rémi. Et puis, dis-moi, il paraît que tu as rendu une très bonne rédaction il y a quelques jours. Rémi baissa les yeux. C'est une histoire que Manuel m'avait racontée. Je m'en suis rappelé. Je m'en suis souvenu, rectifia machinalement l'oncle Maxime. J'aimerais la lire. Peux-tu me la prêter ? On ne me l'a pas encore rendue, dit Rémi. Ils ont un culot à l'école libre, gronda Maxime Bonnefoy. Ta rédaction, ils la font circuler en ville et ils te la rendront quand la paroisse leur a lu. Rémi s'éloigna du foyer à reculons. Sa cousine Ninette, qui s'était assise sur un petit banc le dos au feu, lui lança un regard affectueux. Il se força à sourire. Il sentit son menton trembler et sa bouche se crisper. Il s'en fichait de passer pour un idiot, mais pas devant Ninette. En écrivant l'histoire de Marie-Marie, que lui avait contée Manuel, il avait peut-être fait la plus grosse bêtise de sa vie. Il aurait jeté sa copie au feu sans remords si on avait bien voulu la lui rendre. Mais où était-elle maintenant ? Elle courait la ville, provoquant moqueries et soupçons. Partout on disait « Le fils du facteur Lagrange, celui qui a été renvoyé de 5e malgré la protection de son oncle, Monsieur Bonnefond. Et pourquoi ? Parce qu'il était trop bête pour suivre ses cours. Parce qu'il avait eu 0 point en tout et pour tout. Et maintenant il aurait fait cette rédaction. Ah ah, il a triché, il a copié. Rémi se réfugia dans l'ombre, au fond de la salle du Verprat, qui était vaste, tout en longueur, pleine de recoins, et il rumina son chagrin. Maxime Bonnefond était le frère aîné de Léonie Lagrange. La jeune Léonie avait travaillé à la ferme familiale dès l'âge de 11 ans pour aider sa mère, pendant que le père était à la guerre et le grand-fils Maxime à l'école normale. La guerre avait fini juste assez tôt pour que Maxime, né en 1901, pût y échapper. Il se sentait une grosse dette envers sa sœur. Et depuis 2 ans, il ne désarmait pas. Il avait fait admettre au Achille le principe d'un retour de son neveu dans la classe du brevet du cours complémentaire,
dès qu'une occasion favorable se présenterait. « Voilà, dit-il, je crois que le moment est venu. Il faut que cela se fasse avant la fin du premier trimestre. Après, il sera trop tard. » Alphonse Lagrange se leva de son coin de table, secoua plusieurs fois la tête et tira sur le col de sa tunique. « Trop tard, que veux-tu dire, Maxime ? Je veux dire que l'année du brevet, on ne peut pas prendre un élève au cours du deuxième trimestre. Monsieur et madame Achille refuseraient de toute façon. »« Ma foi, dit le père Lagrange en écartant les bras en un geste fataliste. Adieu va. Rémi restera à l'école libre et advienne que pourra. »« Alphonse !» fit Maxime Bonnefond sur un ton de reproche. « Adieu va, advienne que pourra. Tu as toujours ces mots à la bouche. Mais tu ne peux pas te laver les mains de l'avenir de ton fils. Selon des renseignements très sûrs que nous avons, la troisième de M. Bert et compagnie n'ira pas jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ces jours sont comptés et les élèves devront partir à Bergerac, à Marmande, ou bien venir chez nous pour finir leur année et passer le brevet. » Alphonse Lagrange regarda son beau-frère au fond des yeux comme s'il cherchait à jauger sa sincérité. Mais il ne mettait jamais en doute la sincérité d'autrui. Il croyait ce qu'on lui disait. Il était devenu facteur titulaire à force de courage et de patience, sans jamais avoir eu son certificat. Il respectait Maxime Bonnefond et tous les hommes instruits, et tous ceux qu'il estimait supérieurs à lui, ce qui lui faisait du monde. Pendant 45 ans, court et sec, le visage maigre, de petits yeux rapprochés et brillants, 2 ou 3 mèches blanches filant sous son képi des postes, une petite boule au bout du menton qui tremblait sous l'effet de l'émotion et la pomme d'un dent saillante, il se tenait toujours un peu voûté et se dandinait les bras ballants, comme écrasé et impuissant. Il recula de 2 ou 3 petits pas, l'air d'être sonné par la nouvelle que son beau-frère venait de lui apprendre. « Mais qu'est-ce qui se passe donc à l'école libre qu'on ne dit pas aux parents ? » ?»« Il n'y a que toi pour l'ignorer, mon pauvre Alphonse. Je suis sûre que ma sœur en a eu vent. » Elle ne m'a rien dit. Le torchon brûle entre les curés et ses professeurs. Si on ose appeler professeurs ces jeunes gens désaxés qui ne pensent qu'à courir les filles. Alphonse Lagrange répéta. « Courir les filles, ou les femmes mariées pour l'un d'entre eux, ce qui est pire. » Blotti dans le coin le plus sombre de la cuisine entre la peur du débarras et celle de l'étable, Rémi écoutait la conversation un peu assourdi par les battements de son sang dans les oreilles. Il savait que M. Bert cherchait une fiancée, et on pensait maintenant qu'il épouserait la veuve Pérouse, la cuisinière de l'école, faute de mieux. Mais il était amoureux de Mademoiselle Tanguy, M. Dubon aussi, ce qui n'empêchait pas ce dernier de rencontrer Madame Lefranc à la maison de Milly et ailleurs. Rémi s'en fichait, il n'avait qu'une idée en tête. Il ne retournerait jamais chez Achille, même en troisième, hors d'atteinte de Marius Chopin et de ses brimades. Rien qu'à l'idée de le frôler dans la cour de récréation, il avait des sueurs le long du dos et des crampes à l'estomac. Et les maths! Il était mauvais en géométrie car la géométrie était une question d'intelligence et il n'était pas assez astucieux pour réussir jamais dans cette matière. Monsieur Achille enseignait les maths, il le redoutait presque autant que Monsieur Chopin. Il avait la poitrine serrée et le souffle coupé quand il le croisait en ville, même s'il l'apercevait assez tôt pour changer de trottoir ou de rue. Et puis, au cours complémentaire, tout recommencerait comme autrefois. Les maîtres s'étaient toujours moqués de lui à cause de sa mémoire. Ils le laisseraient peut-être tranquille un moment, mais il ne pourrait s'empêcher longtemps de tourner en dérision sa facilité d'apprendre. L'écriture est peut-être la science des ânes, disait Marius Chopin. Et encore, je ne suis pas sûre. Mais la mémoire est le génie des crétins. Le pire serait de perdre le seul vrai camarade qu'il ait jamais eu, car Tommy Lefranc n'irait pas au cours complémentaire, même si c'était la seule école au monde. Et Rémi eut envie de haïr l'oncle Maxime.
Le facteur Lagrange se racla la gorge, fit 2 fois « ha ha, et questionna timidement son beau-frère. « D'après toi, le curé va chasser les professeurs de Saint-Vincent ?» Quelques parents d'élèves soutiennent encore M. Baird, les Bretons surtout, puisqu'il est lui-même breton. Mais ils sont de moins en moins nombreux. À moins qu'il puisse montrer une fiancée présentable avant Noël, il sera désavoué par toute la paroisse. Dubon aura peut-être un jour une licence et il rejoindra alors l'enseignement public. En attendant, il ne se cache même pas d'être un croyant et viveur. Si j'avais une fille... Tiens, si j'étais le comte de la Vallée, je ne mettrais pas ma belle enfant dans les pattes de ce monsieur. Comment veux-tu que les bien-pensants du canton acceptent une situation pareille ? La pomme d'Adam d'Alphonse Lagrange fit un va-et-vient rapide le long de son cou. Puis l'honnête facteur se donna un coup de poing sur le nez si fort que le sang se mit à couler sur sa moustache noire. De temps en temps, pris par l'émotion, il ne pouvait retenir ce geste qui avait beaucoup fait pour sa réputation de simplicité et par ricochet celle de son fils. Il sortit son mouchoir en grommelant, s'essuya les narines et la lèvre. Ma foi, si ce désaxé de Dubon s'en allait au diable, je ne le pleurais pas. Oui, on chanterait un Te Deum à l'église de Révérac. Et après, M. Baird n'aurait plus qu'à mettre la clé sous la porte. La clé sous la porte, et pourquoi ? M. Dubon est un jeune homme sans moralité, fou comme un jeune chien. Il reste à l'école Saint-Vincent que pour la nourriture qui est assez bonne, dit-on. Il n'a ni l'expérience, ni pédagogie, ni discipline, mais il aimerait sans doute amener ses meilleurs élèves au niveau du brevet.